Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Obligation est faite désormais aux membres des institutions de la République et aux responsables administratifs de porter les masques homologués. Est-ce effectif? Constat à suivre dans ce journal. Le sel alimentaire, un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais savez-vous qu'un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé? Vous aurez plus de précisions. Ensuite, on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Et vous le savez, il fait désormais partie de nos habitudes, le port de masque, en plus dans les administrations publiques et institutions de la République. Pour les personnels de ces différentes structures, obligation est faite de porter des masques homologués FFP2 ou des masques chirurgicaux. Cette mesure est-elle mise en application? Le constat avec Émeric Okupeli et François Zinsou. Masque chirurgical au visage, gel alcoolique et désinfectant devant chaque personnel et conseiller au bureau, c'est le constat qui frappe à l'œil ici, à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le port des masques homologués devient une obligation pour les membres des institutions, les responsables administratifs ainsi que leur personnel. Mais dans cette institution de la République, les mesures barrières étaient déjà de mise depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. La Cour s'est organisée depuis le début à veiller à ce que les audiences soient suspendues d'abord. Ensuite, nous avons repris, mais en suivant les prescriptions du gouvernement, en respectant les mesures barrières, nous prenons au sérieux, parce que nous savons que c'est un problème très sérieux et il faut arrêter. Il faut que ça ne passe pas par chacun de nous. Le Conseil économique et social ne semble pas déroger à ce qui est devenu presque une habitude. Tous les membres du personnel, sans exception, y compris les conseillers, se sont parés de leurs masques de protection homologués. Personne n'y a plus accès sans cet outil capital. Avant même que le gouvernement n'oblige les citoyens, les concitoyens que nous sommes à porter nos masques, le président du Conseil économique et social, M. Tabek Bian, l'a déjà exigé au niveau de l'institution. Donc, aussitôt quand la mesure a été prise par le gouvernement, nous étions déjà dans cette dynamique-là. Et là, vous l'auriez constaté, au sein de l'institution, le port de masque est systématique. Au Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ, en dehors du port de masque qui est obligatoire, voici les exercices auxquels se soumettent chaque fois le personnel et tous les usagers de cette structure avant d'avoir accès aux locaux. La direction générale a mis les bouchées doubles pour contrecarrer la propagation du Covid-19. Depuis que le port de masque a été rendu obligatoire par le gouvernement, la direction générale a donné des instructions fermes afin que tous les usagers qui doivent venir au FNPEJ soient munis de masques préalablement. Donc sans masque, aucun usager ne peut plus entrer au FNPEJ. Nous avons également mis à la disposition du personnel des gels hydroalcooliques et également des gels de désinfection des claviers, des souris et des parapheurs que nous échangeons entre les bureaux ou bien entre les services. Et nous, en tant que personnel au niveau du département des services d'appui qui recevons le plus les jeunes, on a priorisé les appels téléphoniques pour échanger avec ces derniers. Et on a d'ailleurs un site sur lequel on oriente les jeunes pour s'inscrire. Dans toutes les institutions et administrations, la décision du port obligatoire de masques homologués semble ne pas être une imposition, puisque tous sont conscients de l'ampleur du phénomène et appellent même au respect strict de la mesure. Je voudrais juste les encourager
qu'ils soient ici ou ailleurs, à se plier à cette obligation que nous espérons passagère et pour que nous puissions tous être en sécurité. Au Sénégal, dans le souci de réduire le mouvement des agents dans les services et entreprises, l'ADIE met en place un package pour permettre à ces derniers de travailler à distance. L'Agence de l'informatique de l'État accompagne aussi le ministère de la Santé et de l'Action sociale en mettant en place des outils numériques d'information et de sensibilisation. Reportage Oumo Satko Sal. En ces temps de restrictions, une batterie de mesures pour s'adapter. Dans ce dispositif, l'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, joue un rôle primordial. Permettre la continuité des services de l'administration. La première des choses, c'est d'abord permettre aux agents qui sont en mode télétravail de pouvoir continuer à avoir accès aux ressources dans l'intranet administratif. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis d'abord un dispositif de téléconférence pour permettre aux agents d'animer des réunions à distance, mais également un dispositif également pour faire la gestion de projets donc en ligne, donc avec l'outil Optica, donc qui permet de suivre l'ensemble des projets de l'administration. Et enfin, donc nous avons renforcé le dispositif pour la messagerie administrative pour permettre à un maximum d'agents de l'administration de pouvoir utiliser la messagerie de l'administration. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 utilisateurs. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à travers une visioconférence, une illustration parfaite des acquis importants dans le processus du tout numérique enclenché par le Sénégal. Cela montre tout simplement que le Sénégal a des infrastructures extrêmement solides. Nous avons déployé aujourd'hui de la fibre optique partout sur le pays. Donc cela veut dire que dans les 45 départements du Sénégal, nous pouvons avoir accès à ces ressources qui sont aujourd'hui dans l'intranet administratif. Donc comme l'a fait le président de la République pour animer sa réunion de conseil, nous pouvons faire la même chose pour les gouverneurs, nous pouvons faire la même chose pour les responsables des hôpitaux, mais également toutes les entités de l'État. Et donc il est important aujourd'hui de noter que tous les services qui ont été déjà digitalisés, que l'accès continue. Par contre, ceux-là qui n'ont pas pu digitaliser leur procédure, il est extrêmement difficile de donner le service. Toujours du numérique, cette fois-ci pour un autre défi, sensibiliser et informer juste et vrai sur le Covid-19. Donc covid19.gouv.sn. Sur ce site, vous retrouvez toutes les informations utiles et toutes les informations surtout vraies donc liées à cette pandémie. Nous avons mis en place le chatbot. Donc un chatbot, c'est un outil qui permet de donner l'information à chaque fois que nous l'interrogeons. Et à ce niveau-là, le numéro c'est 76 600 05 26. L'ADIE a aussi mis à la disposition du ministère de la Santé un réseau numérique pour une meilleure coordination des opérations de toutes les entités. Pour ce même souci d'efficacité et de rapidité, elle a octroyé des terminaux de communication aux forces de défense et de sécurité. Autre élément dans ce journal, en matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain et comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Perspective Tossa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels guérantes qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont
Le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis nous avons les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Et je l'annonçais dans les titres, les villes sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. C'est le cas des villes de Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Bomé-Calavi, Parakou et autres. Comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Rumpevi, urbaniste, donne ici des réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc, le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors, lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie.
Hors du Bénin, en Éthiopie, les dommages causés par l'invasion des criquets pèlerins ont plongé 1 million de personnes en situation d'aide alimentaire d'urgence. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans le pays d'Afrique de l'Est, l'organisation indique que les insectes ont déjà détruit 200 000 hectares de terres agricoles et causé la perte de 356 000 tonnes de céréales. Le sorgho et le maïs sont les cultures les plus affectées, avec respectivement 114 000 hectares et 41 000 hectares dévastés. L'institution onusienne souligne qu'environ 1,3 million d'hectares de pâturage ont été aussi affectés, ce qui compromet l'alimentation du bétail ainsi que les revenus des populations agropastorales. Cette invasion de criquets pèlerins est l'une des pires que traverse l'Éthiopie depuis plus de 25 ans. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.